Tout savoir en 60 minutes. Voici En 60 minutes avec Céline Lebel. Merci de venir nous rejoindre pour cette première de la deuxième saison de En 60 minutes. Cette semaine, pour commencer, Céline a décidé de prêter son micro à un invité de marque. Nous retournons comme ça chez monsieur Jean-René Marcel Sauvé, qui nous parle de géopolitique et de souveraineté territoriale. Mais cette fois-ci, il sera accompagné par nul autre que Jean-Claude Pomerleau. Nous les rejoignons immédiatement au salon. Voici En 60 minutes avec Jean-Claude Pomerleau, Jean-René Marcel Sauvé et Céline Lebel. La souveraineté, c'est pas une affaire d'État. C'est ça? Vous allez parler aujourd'hui? C'est pas l'affaire d'un parti politique. Non. C'est l'affaire de tout un territoire, de tout un peuple, de toute une nation. C'est pas la même chose. On en a fait un souhait. Non. On en a fait un souhait, mais pas une somme. C'est ça que c'est, là, le mouvement souverainiste. C'est des souhaits. Ils souhaitent, ils font des débats d'intellectuels, puis ça, c'est supposé mener au changement de statut. La reconnaissance du statut. La reconnaissance, parce que le problème, c'est que avec l'investissement de 400 ans... C'est ça, c'est ça, c'est le thème, OK? Alors, pardon, une intro juste pour voir, puis après ça, on pourrait rentrer sur la difficulté. Moi, comment j'arrive à la géopolitique, par vos écrits sur Vigile, ce que j'en comprends plus ou moins, puis la difficulté qu'on a d'amener les gens à lire la situation avec les principes, les bases de la géopolitique. C'est ça que... Okay. Alors, la question, toi qui fondes ta démarche, c'est pourquoi, comme nation, nous existons encore? C'est sur l'histoire. Oui, c'est sur l'histoire. Moi, la question que sur l'histoire, je fais le travail sur l'histoire. Et puis, c'est qu'est-ce qui fut nécessaire pour qu'apparaisse, se développe, existe encore une nation française en Amérique. Et donc, les assises d'un État qui s'édifie, qui porte une nation. Grosso modo, c'est mon approche sur l'histoire, mais là, peut-être qu'on va en parler, peut-être pas. Mais j'aimerais qu'on rentre sur la géopolitique, la difficulté de... Parce Exactement. qu'on peut partir dans toutes sortes d'anecdotes. Oui, parce que M. Sauvé dit souvent qu'il faut changer les mentalités. C'est ça? Ben, c'est ce que j'essaie de faire. Ouais, exactement. Alors, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Puis, vous vous souvenez, quand je suis venu ici avec M. Lehé, je vous ai présenté un petit papier pour la création de l'Observatoire géopolitique du Québec. Vous pourriez peut-être parler de la nécessité que cet observatoire-là apparaisse, parce que on n'est pas dans le cadre de la géopolitique. OK, on va voir. Oui, toi, t'as introduit quoi, toi? Mais c'est ça, exactement. Aujourd'hui, on parle on dit que nous, on travaille dans une radio souverainiste et nous, on veut savoir, la souveraineté, c'est une question d'État. C'est ça? Une affaire d'État. Une affaire d'État. Bon. C'est évidemment une affaire d'État, c'est un changement de statut d'un État. Et la géopolitique s'occupe de l'existence des États. C'est ça, c'est l'étude? La géopolitique fait de l'État l'objet premier de son étude. Alors, on est avec les deux personnes qualifiées pour parler d'État et de géopolitique. Veux-tu commencer avec ça? Oui. Bon, toi, c'est toi qui commences à parler? Non, c'est vous. Un ou l'autre. Géopolitique. Géopolitique. OK. Qu'est-ce qui t'a amené à M. Sauvé? OK. C'est ça. Donc, on te sort dessus, là? Non. On roule, là. Oh. Tu es en train de rouler? Oui. OK. Bon, regarde, on va partir le Q. OK. On est ici dans l'appartement de M. René Marcel Sauvé. Hein? Joseph René Marcel Sauvé. OK? Oui. Un spécialiste de la géopolitique. Et puis, moi, mon nom, c'est Jean-Claude Pomerleau. Et comment j'en suis arrivé à rentrer en contact avec M. Sauvé, à m'intéresser à la géopolitique? Eh bien, au travers le site Vigile, il y a une dizaine d'années,
je suis tombé sur des textes de M. Sauvé, et là, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui parlait de politique avec une méthode que moi, je ne connaissais pas, mais qui me paraissait très intéressante parce qu'il nous forçait à revenir à la réalité, à des bases qui sont pas présentes dans les réflections des intellectuels sur la souveraineté. Dont on ne parle jamais. C'est ça. Et donc, j'ai compris que la souveraineté, c'est une affaire d'État. OK? Et donc là, la géopolitique fait de l'État l'objet premier de son étude. Alors là, on a les clés, la capacité de comprendre le jeu, dégager des stratégies, développer des tactiques pour arriver à notre objectif. Là, on a, et puis, Monsieur Sauvé, ça fait 50 ans que vous êtes sur le cas de la géopolitique. Vous avez fait le parcours avec le mouvement souverainiste, essayer amener cette discipline-là à ceux qui réfléchissent, aux stratèges, etc. Il y a eu beaucoup de difficultés parce que c'est pas évident pour eux. Comment vous pouvez expliquer ça qu'il y a tant de difficultés à comprendre que la géopolitique, c'est la discipline maîtresse pour mener le jeu de la souveraineté? C'est parce que la géopolitique exige de l'objectivité. Il n'y a pas de sentiment en géopolitique, il n'y a pas d'émotion. C'est froid, c'est territorial, c'est l'investissement territorial qui fait la géopolitique. C'est la concentration des communications et des moyens. C'est ça qui est au centre de la géopolitique. Lorsqu'on commence à comprendre les communications, une action qui est centrale en géopolitique, le pouvoir, n'importe quel pouvoir, complètement dans ses communications. De sorte que tout changement d'importance dans les communications soit créé par un changement technique ou bien non créé par des prises de conscience, entraîne par le fait même un déplacement des bases des pouvoirs existants. De facto, pas de jure, c'est-à-dire la reconnaissance des nouveaux pouvoirs est quand même un processus qui relève de la politique. Là, moi, je ne peux rien faire comme géographe. Je peux seulement vous dire, nous avons investi 400 ans dans un territoire périphérique par rapport au restant d'Amérique. Notre histoire à nous est un peu analogue à celle des autres nations périphériques. Et là, je prends comme exemple que je cite dans mon livre, par exemple, le Danemark qui est périphérique par rapport à l'Allemagne, la Suède, la Norvège, la Hollande. Et qu'est-ce qui donne un avantage? Quel est cet avantage d'être un État, un territoire périphérique? Ben, ça permet à des petits peuples de se donner les assises d'un État. Et que cet État-là est finalement reconnu. De sorte que, chez les petits peuples qui ont des petits territoires, ils sont maîtres chez eux. À cause de la position, à cause des communications, parce qu'ils sont moins sujets à être l'enjeu de différents États qui viennent passer sur leur territoire, parce qu'ils sont en périphérie, c'est un peu ça? Non, il faut que si le territoire est périphérique, ils ne sont pas traversés par la communication des autres. C'est ça, exactement. Vous le dites mieux que moi. OK. Ça explique bien oui, OK. Oui, aux auditeurs alors, qu'est-ce que c'est. Le Québec est dans cette position-là. Oui. Ce qui fait qu'il peut garder une certaine cohésion nationale et se donner les moyens pour se constituer en État et amener cet État-là au bout d'une somme d'investissement à un changement de statut. Maintenant, on a, avec la question de départ, ce mouvement souverainiste-là, eux, on a l'impression qu'ils ont fait de la souveraineté non pas une somme, mais un souhait. Et puis, qu'est-ce qu'il faudrait faire là, pour ramener ça sur les bases d'une somme à créer pour l'État du Québec afin qu'il puisse avoir les capacités de réaliser son changement de statut effectivement? Ça prend en premier lieu un changement de mentalité.
Yes, sir. On a été trop longtemps sous l'effet que nous sommes un peuple vaincu. C'est pas vrai. On n'a pas été vaincu, on n'a jamais été vaincu. On s'est retrouvé seul avec l'Angleterre parce que la France est partie. Mais dès le départ, les Anglais n'étaient pas en position de force. De sorte que le clergé s'en est rendu compte. On a pu exiger des Anglais des compromis, un après l'autre. Ils n'ont pas accordé de bonne grâce. Mais les Anglais savent que la politique est affaire d'intérêt, de rapport de force et d'effectivité. Et ils savent, parce que c'est eux autres qui me l'ont enseigné, j'ai fait mes études chez les Anglais en géopolitique, et puis j'apporte maintenant, je les ai remerciés pour m'avoir enseigné géopolitique, pour m'avoir enseigné les principes de stratégie d'État, même pour m'avoir enseigné les principes de guerre, et je leur ai dit, maintenant, je vais m'en servir contre vous. Oui. Alors, c'est ça. Alors donc là, vous dites, le barrage qu'on a, la première victoire sera psychologique, finalement. Oui. La première victoire sera psychologique. L'éducation. C'est ça. Que les gens passeraient à la politique ou le politique. Parce que le phénomène... Ça va être quelque chose à expliquer, là, par exemple. Il y a deux affaires. Ouais. On comprend la politique, on voit le jeu de la politique, c'est pratiquement maintenant une politique spectacle, tout ça. De propagande. Mais ce qui se joue vraiment sur un territoire, tout ça, c'est les intérêts, les rapports de force, etc. Et là, on n'est pas dans des discours creux, là. Il y a des lignes de force qui sont là, puis on n'arrive pas à les identifier parce qu'on est à la surface des choses avec la politique. Alors, il faudrait revenir... OK, parfait. Ramener le projet souverainiste dans le domaine du politique et non pas de la politique. Exactement. Okay, arrêtez de fantasmer sur le grand soir. C'est ça. C'est la difficulté, vous la voyez. Il faut d'abord prendre conscience de ce qu'on appelle, en géopolitique, le statutaire. Le statut. J'ai rencontré personne à peu près au Québec qui peut me donner une définition d'un statut. C'est vrai? Pourtant, c'est primordial si on veut avancer. Oui. Il faut savoir que nous sommes reconnus nation depuis 2006. Oui. Bon, l'acte par lequel Ottawa a reconnu, la motion par laquelle Ottawa a reconnu le Québec comme une nation, tout le monde dit que ça n'a pas aucun poids juridique, quoi que ce soit. C'est pas vrai, ça ne peut pas. Un Parlement comme celui d'Ottawa ne peut pas passer une motion de ce genre-là sans qu'il y ait une raison en arrière de ça. Et moi, je pense que cette motion-là, cette raison-là, ne concerne pas seulement que le Québec, mais concerne toutes les autres provinces. C'est une invitation aux autres provinces, elles aussi, à se faire reconnaître nation et État. Parce que si on veut comparer le Canada à une autre région, il faut comparer avec la Scandinavie. La Scandinavie, vous avez de petits peuples qui ont réussi à se constituer nation et État et à faire garantir leur territoire, leur possession territoriale. Mais ça ne s'est pas fait d'un coup. Ça a été lent. En pays froid, les petites populations dispersées, en fin de compte, alors on n'y arrive pas d'un coup. Et le dernier à être reconnu, ça a été l'Islande en 1948. Ça. Alors, il y a eu la Suède qui a... Elle était la première à prendre ses distances après, avec l'Union de Kalmar, qui avait été imposée à toute la Scandinavie par le Danemark, comme nous, par exemple, qui avons la Confédération. Alors, c'était un peu ça, l'Union de Kalmar. Ça vaut la peine d'étudier, parce que dès 1525, la Suède prenait ses distances et se faisait reconnaître État-nation. Malgré qu'elle était pauvre, la Suède a pris beaucoup de temps avant de devenir un État assez riche.
comment ça, jusqu'à récemment, la Suède était presque un État stipendié, tellement que n'était pas avancé. Et puis après, la Norvège a suivi, la Finlande a suivi, et puis l'Islande, le Groenland, récemment. Alors, tous ces progrès, on appelle ça des progrès statutaires, tous ces progrès-là ont exigé beaucoup de temps. Dans le cas du Canada, ça va exiger moins de temps à cause des communications. Les communications ne sont pas les mêmes. D'abord, au moment de l'organisation, de l'inféodation des provinces au pouvoir central unitaire d'Ottawa, il y avait, le but, c'était la construction du chemin de fer. Mhm. Et en construisant le chemin de fer, Ottawa créait la condition pour permettre aux provinces d'accéder à leur tour au statut de nation et d'État. Oui, oui. Parce que le pouvoir est complètement dans ses communications. Et les provinces se sont retrouvées avec le chemin de fer qui représentait dans le Canada, qui représente un progrès majeur. Parce que les communications sont très difficiles d'un bout à l'autre du territoire canadien. Mm-hmm. Même les communications par eau, on communiquait pas de Québec vers Montréal jusqu'à très récemment par eau, des petits bateaux, des barges, mais pas des gros. Mm-hmm. Et puis la construction de la voie maritime du Saint-Laurent, c'est très bien, mais c'est limité. Ça reste très limité. Je vous invite à aller passer une journée en face de la voie maritime, et puis apporter un carnet avec vous, puis à compter le nombre de bateaux qui passent. Je suis déjà allé une fois, j'ai envoyé un fonctionnaire d'Ottawa faire un tour. Le gars a passé à peu près les 3/4 d'une journée. Puis j'ai dit, combien de bateaux que tu as vus? Il me dit, j'en ai pas vu un seul. Bon, j'ai dit, j'ai pas besoin d'ajouter rien. Puis vous dites pas que notre fleuve est protégé à cause des baleines? Pardon? Le fleuve Saint-Laurent est protégé à cause des baleines, vous me dites? Il est protégé. Il est protégé par la distance, il est protégé par le fait qu'il ne communique pas avec des régions très habitées. Il ne communique avec des régions, en fait, qui sont sous-habitées. Je pensais que la dernière fois, vous aviez dit quelque chose comme ça. Tu sais, on revient à ce qu'on disait par rapport à ce développement-là, cette genèse-là, cette somme-là, parce que un État, c'est un État, ce qui est, c'est une reconnaissance de ce qui est. Ce qui est, nécessairement, c'est du domaine du réel, sinon, ils reconnaissent des fictions. C'est assez particulier. Alors, dans les affaires d'État, on ne reconnaît pas de fiction. Il y avait, au départ, quand il y a eu une défaite de la France sur notre territoire, les gens parlent de conquête, ça ne veut rien dire. Il y a eu une défaite de la France sur notre territoire qui a mené à un statut qui est le statut de annexion à la couronne britannique. On devient la 15e colonie, c'est ça notre statut, c'est pas d'être d'une conquête. Alors donc, ce qu'on comprend là, c'est que à partir de là, il y a la reconnaissance par un État anglais dans l'acte de Québec de 1774 déjà d'une somme d'investissement, c'est-à-dire pour eux, il y a là le français comme langue sur le territoire. Il y a la religion qui est le lien de cette nation-là. Bon. Il y a le régime seigneurial qui est le système de teneur, qui n'est pas anglais, qui est français, qui va les empêcher de rentrer dans les terres. Okay? Alors donc, il y a tout ça qui est reconnu en 1774. Pourquoi? À cause du rapport de force. Et puis, c'est Guy Carleton qui l'avait compris. Il a fait une note. À l'Angleterre, il a envoyé un message pour dire voici, j'ai fait l'inventaire, et puis il y aurait 10-15 000 miliciens capables de prendre des armes immédiatement contre nous. Le moindrement qu'apparaît un pavillon français dans le fleuve ou on est avec les troupes américains au sud, là, il y aurait un problème parce que là, les Français, les habitants, parce que là, c'était les habitants. Ils ont reconnu l'entité politique qui a été reconnue en 1774, c'est les habitants. Les habitants. Et en même temps, George Washington, qui voulait chasser les Britanniques du continent,
écrivait les lettres du Congrès continental, OK, étaient adressées à tous les habitants, aux habitants. Alors, il y avait deux puissances qui reconnaissaient une réalité, puis qu'on était juste là en 150 ans de développement. Ils reconnaissaient une réalité qui s'appelait une entité politique des habitants. Et puis donc, on a un problème parce qu'on ne comprend pas que les habitants, la conquête n'a pas eu lieu, OK? C'est ce que M. Sauvé disait, c'est-à-dire on est dans une lutte qui se poursuit, une bataille qui se poursuit, et quand on nous dit, on nous matraque psychologiquement avec l'idée qu'on est conquis, à ce moment-là, c'est comme, ça pêche contre le quatrième principe de la géopolitique, qui est de morale. Hein? Maintien du moral. Ça vient assommer moralement. Maintien du moral. C'est ça, ça vient assommer moralement. Alors donc, la victoire psychologique que M. Sauvé parle, okay, la première, là, arrêtez de vous comporter comme des provinciaux, puis vous racontez votre propre histoire comme des perdants, puis qu'il n'y a pratiquement rien à faire à part chialer parce qu'on n'est pas content, parce qu'ils ne sont pas gentils que nous autres. Puis quand vous parlez entre vous autres, vous utilisez la narration de l'autre. Ah ouais, arrêtez ça. C'est ça. On la fabrique. On la fabrique nous-mêmes. Non, il faut tout revoir l'histoire, et là-dessus, je travaille à partir des clés de la géopolitique que j'ai volée à M. Sauvé pendant qu'il ne regarde pas. Mais en tout cas, je travaille avec ça. Parce que là, tu as mentionné religion tantôt, puis il y a une erreur qui est historique, qui a été probablement de jeter la religion par-dessus bord, parce que la religion, quand même, nous amenait avec une certaine discipline et une certaine reproduction. La démographie, est-ce que c'est un problème pour vous deux, là? Ben, pour moi, oui, là, mais le problème avec l'institution religieuse, c'est qu'on n'a pas compris que c'était une institution politique majeure depuis le début avec Champlain, les Récollets. Et à partir de l'acte d'union 1840, l'Église devient une institution patriotique et nationaliste. Et elle va nous porter, et c'est le défi de la démographie, c'est l'Église qui va le réaliser concrètement, là, OK? Alors donc, ils vont porter la nation, ils vont la façonner jusqu'à 1960. Et là, à partir de là, elle n'est plus une institution politique. Les Québécois font ça avec ça. C'était dur à accepter, ça, de faire des enfants. Mais ça s'appelle une discipline sociale. Et de cette discipline-là, de cette contrainte-là, naît le potentiel. Ben oui. Naît le potentiel. Si on a le potentiel en 1960 pour dire, voici, on a un État, on a des leviers d'État, comme Jean Lesage nous dit, avec la nationalisation de l'Hydro-Québec, et puis de l'hydroélectricité, pardon, et puis la caisse de dépôt, etc. Et même qu'on se déploie avec des services diplomatiques à l'international. Il se comportait en État. Prolongation. Oui, là, ils commencent à prendre conscience qu'ils sont un État, mais cet État-là, c'est une somme, on en a parlé. Oui, mais là... C'est une somme. Et qui a amené la somme? Oui. Alors donc, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe là avec notre démographie au Québec, M. Sauvé? Qu'est-ce qui arrive avec ça? Le problème, c'est que si nous ne nous reconnaissons pas comme une nation et comme État, on ne peut pas demander aux autres de le faire pour nous. C'est à nous de le faire. C'est à nous de nous rendre compte de ce que nous avons accompli au cours des 400 dernières années. C'est à nous de voir que loin d'être un peuple vaincu, nous avons gagné toute la longueur. Laisser faire la bataille des plaines d'Abraham, c'était insignifiant, cette bataille-là. Toute l'armée anglaise contre un seul régiment, le Royal Roussillon, pendant que notre armée, nous, était à Beauport. Ben, c'était pas difficile. Vous savez, c'était 10 contre 1. Mais le printemps suivant, lorsque nous avons réorganisé nos forces, nous les avons battus à 5 fois. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de ce moment-là, la France avait déjà décidé de partir. Et à partir de ce moment-là, nous devions nous rendre compte que la manière dont les Anglais nous traiteraient dépendait de leurs intérêts du moment, des rapports de force entre nous et eux. Bon, nous étions faibles, nous n'étions pas nombreux, mais nous vivions dans un territoire isolé, partiellement isolé. En fin de compte,
dans l'étoile passée à la périphérie des Amériques, ce qui était déjà ce qu'il y avait de plus favorable pour nous. Le territoire s'offrait à nous, en dépit de tout ce qui était arrivé. Et nous l'avons pris, nous l'avons défriché, nous l'avons mis en valeur. Nous avons développé une communication. Bon, les Anglais se sont servis de nous, mais ils se sont servis de nous parce qu'ils avaient davantage intérêt à tenter de prendre le Niagara. Et à partir du Niagara, ce qu'ils cherchaient, c'était de capturer, si vous voulez, de capter la grande plaine du centre des États-Unis. Parce que ça, c'était plus important stratégiquement que nous. Nous étions, nous, le tremplin pour aller occuper ces régions-là. Une terre de passage. Oui, nous nous sommes servis de nos canaux comme tremplin, communication vers les Grands Lacs et des Grands Lacs vers le Mississippi. Parce que toutes les nations autochtones étaient concentrées dans la région des Grands Lacs et du Mississippi. Pourquoi? Parce que c'est plus habitable, parce que le climat est meilleur. Mais ils n'étaient pas concentrés ici. Ici, il y en avait très peu. Ils venaient l'été en saison pour la chasse et la pêche, puis après ça, ils retournaient. C'est ça. Donc, on va d'abord parler. On va arrêter. Il y a un blocage, juste pour conclure. Il y a un blocage psychologique, vous l'avez évoqué. Oui. On a évoqué quelques éléments de lecture de géopolitique sur notre situation. Rien à voir avec ce qu'on entend habituellement, naturellement. Rien. Et puis là, on avait parlé entre nous deux que pour qu'on puisse faire école à un moment donné, ça prendrait un observatoire géopolitique du Québec. Ah oui. Donc, juste pour conclure, parce que M. Sauvé... c'est quoi notre fil conducteur aujourd'hui? Aujourd'hui, là, on avait l'occasion de revoir M. Sauvé. Moi, pour moi, c'est toujours un honneur parce que c'est à partir de ce que j'ai lu de M. Sauvé que j'ai pu me donner quelques clés pour comprendre la politique concrètement en termes géopolitiques. Alors donc, on a parlé de la difficulté dans le mouvement souverainiste de faire passer cette discipline-là. Vous avez 50 ans de travail de fait. Oui. Vous avez 50 ans. Vous avez eu une aventure avec l'histoire de Neat-Pitch, là, qui était le plan militaire de l'armée canadienne, qui avait comme exercice l'ennemi étant le Québec, etc., que vous avez amené faire connaître au public, et puis donc ça a fait dérailler leur affaire. Vous étiez tout seul. Vous avez fait dérailler le plan de Trudeau, cette armée canadienne-là, etc. Et puis là, même là, ça se passe au milieu des années 70. On peut voir ça sur YouTube. Vous avez raconté cette histoire-là à Londres. Bref, il n'y a personne qui a compris. En tout cas, on ne le voit pas. Ça lève pas. Ça lève pas que la discipline, la géopolitique doit être une référence. Vous, 50 ans là, plus tard, qu'est-ce que... On a parlé il y a un blocage psychologique, tout ça, mais qu'est-ce que ça prend? La première chose, c'est qu'il fallait s'instruire, que je m'instruise moi. J'ai commencé à l'Université de Montréal, puis il y avait un premier cours de géopolitique qui était donné à ce moment-là, en 1950, par le professeur Thomas Greenwood, qui venait de l'Université de Londres. Mais, bon, je l'ai retenu, et puis après, j'ai compris qu'il était seul. Vous savez, que personne ne connaissait, dans le Québec, on connaissait pas, on connaissait la politique des partis, on connaissait le duplessisme, on connaissait les idéologies, tout ce qui finit en isme, mais la géopolitique, les questions de statut territorial, les principes d'organisation de l'État, les questions de statutaire concernant l'État, ça, on ne connaissait pas ça. Alors j'ai commencé à pousser plus loin. Les années que j'ai été dans l'armée, je me suis aperçu qu'en Europe, on est plus avancé qu'ici. Et là, j'ai commencé à composer, à écrire, et puis à publier une première fois
dans le journal Le Jour, alors que M. Trudeau, qui était premier ministre à ce moment-là, avait menacé d'intervenir militairement contre le Québec, j'ai écrit des articles qui l'ont bloqué et qui ont tué l'expédition dans l'œuf. Mais là, pour continuer, je me suis aperçu que si les Québécois sont bien intéressés à la politique, c'est d'une manière viscérale. C'est pas d'une manière cérébrale. C'est pas d'une manière volontaire. C'est toujours une question de trip, d'émotion. Alors qu'en réalité, géopolitique, c'est froid. C'est du froid calcul, mais faut-il savoir le faire. Faut-il savoir sur quelle base il faut se baser. Alors ça, j'avais constaté, par exemple, dans le cas du FLQ, du Front national du Québec, que c'était entièrement émotif. Ils avaient plagié les mouvements révolutionnaires d'Amérique du Sud, alors que notre cas, à nous, n'a aucun rapport avec personne en Amérique latine. C'est un cas unique parce que notre milieu est unique, notre histoire est unique, et bien entendu, ce qui va se passer va dépendre de notre décision, de nos décisions que nous allons prendre, et ces décisions-là doivent être basées sur des connaissances réelles. Alors c'est pour ça que j'ai poursuivi géopolitique. J'ai essayé de l'enseigner, il n'y avait pas moyen de l'enseigner. Alors j'ai écrit. Je me suis mis à écrire pour le journal Le Jour, et puis j'ai écrit Géopolitique et avenir du Québec, qui va être d'ailleurs réédité cette année par les éditions du Québécois. Mais j'entends poursuivre aussi longtemps que les forces vont me permettre, pour essayer de mettre dans la tête des Québécois que si leur existence a une dimension viscérale, il faut passer au cérébral et au déterminé, à détermination consciente pour avancer. Ça veut dire ça, connaissance des principes, connaissance des statuts, toutes sortes de choses qu'on ne peut pas connaître lorsqu'on est pris par les tripes. Donc, alors, je pense que ça résume pas mal. Oui, c'est ça. Donc, le défi, il est là. Et je pense que avec il y a eu un changement dans l'approche du mouvement, en tout cas du Parti québécois, qui porte un peu le projet, là. Savoir que finalement, le référendum, c'est une fixation, mais que ça n'a pas vraiment de réalité. Et puis que là, on revient à se reconstituer en État et de là, arriver à la prochaine étape, faire, ce qui est nécessaire pour réunir les conditions qui vont pouvoir porter réellement un changement de statut. Et en tout cas, la géopolitique, on l'espère de tout cœur, M. Sauvé, parce que vous avez tellement contribué. OK? Et puis, moi, personnellement, j'ai une reconnaissance pour vous qui est éternelle. OK? Et parce que ça m'a ouvert les yeux, ça m'a fait comprendre des choses, etc. Moi, en autant que je suis là, je dois travailler pour faire avancer, finalement, la cause de la géopolitique. Qu'elle devienne présente, qu'on en parle régulièrement. Si vous voulez changer le statut d'un État, la géopolitique est incontournable. Pourquoi? Parce que la géopolitique fait de l'État l'objet premier de son étude. C'est pas compliqué. OK? Alors, si vous voulez guérir les gens, vous étudiez la médecine. Alors là, si vous voulez changer le statut d'un État, intéressez-vous à la géopolitique. Sinon, le problème, c'est que on est, avec le temps, on s'est installé dans un cadre mental qui est le provincialisme, et puis c'est à partir de là qu'on essaie d'imaginer les choses, mais on n'est pas dans les affaires d'État quand on est dans le provincialisme. Donc, comme disait M. Sauvé, la première victoire, c'est une victoire psychologique, c'est sortir du cadre du provincialisme et
faire de la souveraineté une affaire d'État. Alors, donc, géopolitique. Parce que le provincialisme, c'est la victime, c'est le conquis, On n'est pas dans la réalité. On n'est pas dans la réalité. On est dans un garde-robe, on est dans un espace réduit, on n'est pas dans la réalité. Alors, il faut revenir à l'État. On a eu cet État-là qui est apparu en 1960. Jean Lesage qui nous parlait juste d'État du Québec, jamais de la province de Québec. Et donc là, on était là sur l'élan. Okay? Oui. Alors donc, il faut revenir sur cette assise-là, puis constituer cet État-là pour imposer sa réalité comme indéniable. Et cet État-là porte une nation qui est la nation québécoise. Alors, c'est ça. C'est ça. Je pense que c'est exactement ça qu'il faut dire la première fois. Le sujet. Il va être important aussi de coopérer avec les autres provinces. Parce que jamais, par exemple, on qualifierait l'Ontario de séparatiste. J'ai travaillé comme prof pendant 20 ans à Toronto et on m'a fait une remarque que j'ai retenue. L'Ontario a 2 capitales, une à Ottawa et l'autre à Queen's Park. Il y en a une de trop. Il me semble que c'est un argument puissant, ça. Mais l'Ontario ne peut pas agir seul. La Nouvelle-Écosse est déterminée là, à devenir un État. C'est fort en Nouvelle-Écosse. Mais nous, on n'entre pas en relation avec la Nouvelle-Écosse. L'Alberta, la Colombie-Britannique, c'est pas parce qu'on n'aime pas Ottawa. C'est parce qu'Ottawa a vécu son utilité. C'est parce que c'est le temps de remettre en question l'utilité du pouvoir central et la nécessité de renforcer les pouvoirs régionaux et les pouvoirs locaux, en particulier que les provinces accèdent au statut reconnu d'État. Mais ça, il va falloir le faire. Il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Parce que si vous attendez qu'il soit trop tard, ça va être la violence, ça va être la guerre. C'est tout de suite qu'il faut se décider. C'est ça que, moi, c'est ma conclusion. OK. Je vais vous remercier tous les deux, Jean-Claude et M. Sauvé. Ouais. J'espère qu'on va renouveler l'expérience tous les deux, là, pour continuer, donner une suite. On a un jeune homme en forme, là. On a un jeune homme en forme. C'est ça. Je vous remercie infiniment, M. Sauvé. On va revenir. Ouais. Salut tout le monde. Donc, on était chez M. Sauvé, Joseph René Marcel Sauvé. Et puis, c'est un bonhomme qui a eu un impact très important dans ma vie. Parce que, comme je l'expliquais quand on était en sa présence, c'est à partir de ses textes à lui que j'ai découvert sur le site Vigile à l'époque, là, une dizaine d'années, que je me suis intéressé à la géopolitique. Et avec le temps, c'est devenu assez clair que je me suis demandé comment ça se fait que la géopolitique est absente. Okay? Alors lui, ça fait longtemps là, qu'il en parle, là, puis qu'il a même fait une démonstration. Je vous ramène aux années 70. À une époque, M. Sauvé est en contact avec René Lévesque, est en contact avec Jacques Parizeau, et puis il essaie de les intéresser à la lecture géopolitique de la situation. Et puis là, il arrive un événement, c'est que lui, il a été formé capitaine, il était capitaine à ce moment-là dans l'armée canadienne, et là, il tombe sur un document où, de quoi il s'agit, c'est tout simplement qu'il y a un exercice de l'armée canadienne, mais plutôt que de se diriger vers un ennemi comme à l'époque l'URSS, l'ennemi est devenu le Québec. Fait que c'est la fameuse opération Need Beach. Okay? Et là donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est à ses risques et périls, il va couler le document. Et puis là, ça va devenir public. Et là, il va finir par faire dérailler cette opération-là. Cette opération-là, ça démontre que c'est, entre autres, une des opérations que le gouvernement du Canada prévoyait pour faire face, contrer le mouvement souverainiste. Alors, pendant ce temps-là, il y avait Claude Morin qui nous vendait le référendum. On était dans l'idéalisme de la démocratie. René Lévesque, un grand démocrate, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais
on était dans une autre réalité par rapport au Canada, par rapport à la façon dont eux, ils allaient faire face à la menace séparatiste. C'est ça, c'est comme ça qu'ils voyaient ça. Pour eux autres, c'était l'intégrité du Canada qui est en jeu, donc une question existentielle, donc tous les moyens de l'État à être pris pour contrer ce projet-là, le projet souverainiste. Okay? Alors donc, on a deux réalités. On a une réalité au Canada, okay, qui est, on va prendre tous les moyens, puis l'autre, on va faire un référendum. La souveraineté, ça se résume juste à un souhait. Et puis si on exprime ce souhait-là d'une manière démocratique, on arrive à la souveraineté. On comprend qu'on était dans une pensée magique de ce côté-là, du côté souverainiste. Puis de l'autre côté, on était dans la vraie politique, des affaires d'État. Et puis la souveraineté, ça a toujours été une affaire d'État. Et nous, on n'est pas en contact avec ça. Et c'est là que M. Sauvé arrive et puis qui essaye d'installer une réflexion géopolitique sur le projet souverainiste. Parce que la souveraineté, c'est un changement de statut d'un État. Alors donc, on est dans les affaires d'État, bon, et donc la géopolitique fait de l'État l'objet premier de son étude. Autrement dit, si tu es malade, tu veux te faire soigner, tu as intérêt à avoir un médecin plutôt qu'un électricien, hein, on comprend? Alors donc, c'est ça. Et il faut savoir aussi, puis ça c'est connu, c'est clair, c'est que en décembre 1969, il y avait d'autres moyens qui étaient pris par le gouvernement canadien pour contrer le mouvement souverainiste, et c'était un mémorandum de décembre 1969 du Conseil privé, le cabinet restreint de Trudeau, où il donnait le feu vert au service de renseignement et la GRC d'utiliser tous les moyens légaux, illégaux. Il était couvert au niveau du premier ministre pour les utiliser pour contrer le mouvement souverainiste. Alors, on a vu par après que, effectivement, quand il est arrivé les événements du FLQ, puis le FLQ était démantelé, la GRC a poursuivi la réalité de l'existence du FLQ, puis il y a même un agent de la GRC, l'agent Sanson, qui lui posait des bombes, puis il y en a une qui lui a sauté au visage, et puis c'est comme ça qu'on a appris que ça jouait dur de ce côté-là. Mais tous ces événements-là et bien d'autres, OK, qui sont à la connaissance de tout le monde, parce qu'il y a eu deux commissions d'enquête là-dessus, la commission Cable, la commission McDonald. Et donc, on se rend compte que le Canada ne veut pas jouer le jeu démocratique, alors que nous, on reste cantonné là-dedans et on ne veut pas bouger. Donc, ce qui arrive, c'est que pendant peut-être 40 ans, on était sur le thème de le référendum va mener à la souveraineté, ce qui était une illusion. Okay? Et donc, on a investi toutes nos énergies du mouvement souverainiste, qui était quand même un mouvement de masse, okay? C'est pas un groupuscule qui menait ce projet-là. Alors donc, une somme d'énergie considérable. Et en plus, si on considère que le Parti québécois, le parti qui portait le projet souverainiste, a pris le pouvoir, et qu'il y avait donc les moyens de l'État, on voit l'ensemble des moyens, et tous ces moyens-là sont cantonnés dans une proposition qui est le référendum. OK? Alors donc, on s'est piégé soi-même dans cette proposition-là, qui n'avait aucune réalité. En aucun temps, le référendum, soit de 80, soit de 95, gagnant ou non, allait mener à un changement de statut de l'État du Québec et à la souveraineté. OK? Il y a des raisons à ça. OK? Souveraineté d'abord. Après ça, non, comment ça commence avec quoi? Puis le référendum est à la fin. Ben là, c'est parce que la réalité présentement, oui. OK, il est arrivé quelque chose en 2007. En 2007, on a commencé à réaliser qu'il y avait là une illusion. Et parce qu'on avait abandonné le développement de l'État du Québec, OK, pour partir en quête d'un pays qui était imaginaire, fantasmé.
idéalisé, mais on avait abandonné le développement du pays réel, en réalité. Oui, exact. On avait abandonné le développement de l'État du Québec. Et là, en 2007, là, on voit que les appuis à la souveraineté commencent à descendre, particulièrement à cause de la démographie. Et aussi, il y a une fatigue qui s'installait. Et de plus en plus, les gens prenaient conscience que la proposition n'avait pas de réalité. OK? Alors donc, c'est une espèce de message de la population aux élites souverainistes. Regardez, revenez sur votre plan. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et c'est en 2007 qu'arrive la fameuse lettre de Gérald Larose, Si j'étais chef. Et dans cette lettre-là, ce qu'il dit, c'est il faut, quand on prend le pouvoir, on a le pouvoir d'un État, on se fait élire avec un mandat qui est le mandat de la gouvernance souverainiste. Alors ce mandat-là, parce qu'on est dans un régime parlementaire britannique, et le mandat parlementaire, ça fait foi de tout, alors que le référendum, c'est consultatif. Okay? Ça n'a pas de portée, effectivement. Okay? Alors donc, lui, ce qu'il dit, c'est prenons le pouvoir, faisons bouger les lignes, et puis agissons. Alors donc, ça, c'était la gouvernance souverainiste. À partir d'un mandat de gouvernance souverainiste, si vous avez, là, on a un mandat, on a un plan, OK, qui est la gouvernance souverainiste. C'est un État qui se constitue petit à petit en État souverain, de fait, et là, c'est reconnu par après, légalement, OK? Donc, c'était ça sa démarche. Là, il ramenait le projet dans la réalité. Le problème qui s'est posé, c'est qu'il y a le plan de la gouvernance souverainiste, puis il y a la direction politique du plan. Alors, le problème s'est posé au niveau de la direction politique du plan, et les gens se sont dit, la gouvernance souverainiste, c'est de la merde, il n'y a rien à... Ça mène nulle part, etc. Donc, ils ont confondu le plan et la direction politique du plan à ce moment-là. OK? Alors donc, là, on est là-dedans. Alors, qu'est-ce que c'est? On peut appeler ça un changement de paradigme, c'est-à-dire un changement de cadre de référence par rapport à la stratégie qui mènerait à la souveraineté. Et là, on s'emmène tranquillement dans la réalité. Sauf que ça pose des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il y a un paquet de gens qui ont une fixation sur le référendum égale la souveraineté. Si tu tasses le référendum, tu viens d'abandonner la souveraineté. Ils n'ont pas rien compris de ce que c'est vraiment une dynamique politique qui mène à un changement de statut d'un État. Ils sont juste dans les incantations, puis les souhaits. C'est ça que c'est. OK? Alors, ils ne sont pas dans la réalité, ceux-là. Mais là, petit à petit, il a fallu, par la force des choses, ramener notre projet dans la réalité. Et cette difficulté-là du changement de paradigme, là, OK, c'est-à-dire de s'ajuster au rapport de force en présence, Ottawa et nous, OK? Alors donc, là, cette difficulté-là de s'ajuster au rapport de force en présence, la réalité, le réel politique, OK? C'est ce qui explique toutes les convulsions qu'il y a eu à l'intérieur du mouvement souverainiste, à l'intérieur du Parti québécois, les changements de chef, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à Jean-François Lisée, qui est élu chef, partant de loin, en réalité, dans cette campagne à la chefferie-là. Il n'était pas le favori, il était loin derrière. Et puis, il a galopé jusqu'à l'avant. Et puis, là, avec une proposition, on va arriver à la réalité, on largue le référendum, OK? Parce qu'il y a une première partie de la game qui doit se jouer, qui est de raffermir notre État, puis se mettre en position, dans la réalité, d'avoir un rapport de force favorable pour imposer la décision qu'on va prendre, puis la faire reconnaître à l'international. C'est les deux conditions pour arriver à un changement de statut de l'État dans la réalité de la géopolitique. OK? Alors donc, c'est ça que moi, ça me révèle d'avoir été en contact avec la géopolitique, et puis donc avec les travaux de M. Jean-René Martial Sauvé. Et puis donc, on en est là présentement. OK? Et il y a un des éléments dans le programme de Jean-François Lisée qui est doter le Québec d'une constitution provisoire, une constitution de l'État du Québec, non pas une constituante le lendemain du grand soir, quand on va avoir fait le saut dans le vide, puis on va voir si on avait un parachute.
Non, c'est tout de suite, dès la prise du pouvoir, OK, édifier l'État du Québec. On est un État qui n'a pas de constitution. OK. Ça pose un problème. Ouais. On peut dire aux gens, regarde, posez le pied sur la prochaine pierre, puis on va avancer. Mais là, il n'y a pas de pierre. OK? Alors, qu'est-ce qu'une constitution? Ça précise le cadre politique et juridique d'un État et donc d'une nation. Donc, ça la consolide dans ses assises. C'est ça que ça fait une constitution. Fait que là, on fait un pas. OK? Alors, donc, ça, c'est un élément très important du programme de l'ISée. Et puis là, ça donne des indications que là, on revient à la réalité. OK? On revient à ce qui aurait dû être fait en 1977 quand le Parti québécois a pris le pouvoir, c'est-à-dire doter le Québec de sa propre constitution immédiatement. Ça aurait été fait avant la constitution de 82. Ah, Ah oui, c'est ça. Et donc, à l'intérieur de cette constitution-là, il pouvait mettre le français, son statut, comme langue d'État au Québec, sur le territoire. Pourquoi? Parce que c'est un fait que cette langue, le français, est la langue d'État du Québec depuis 1663, notre première constitution. Et donc, là, on aurait juste reconnu un état de fait qu'on a oublié. Puis pourquoi qu'on l'a oublié? Parce que la coutume coloniale s'est installée, puis elle a brouillé nos regards par rapport à nos véritables statuts fondateurs, qui se trouve à être l'édit de création de 1663, notre première constitution. Donc, tout ça, on l'apprend à partir de comment on joue, on prend connaissance de la discipline qu'est la géopolitique, parce que c'est une discipline, c'est pas une idéologie. Et donc, ça nous révèle tout ça. Et là, donc, on peut se poser des questions, savoir... merci, M. Sauvé, en passant, parce que sinon, j'aurais rien à dire aujourd'hui, là. Je serais en train de placoter sur des insignifiances, OK? Alors donc, là, moi, ça m'a permis de revoir aussi l'histoire, et puis je travaille là-dessus, projet sur Nomos TV, on fait des blocs, on peut peut-être avoir... peut-être 7-8 blocs sur l'histoire, l'édification de l'État du Québec qui porte une nation. C'est pour ça qu'on a le statut de nation. Et puis bon, et là, juste pour terminer, c'est que on a un institut de recherche sur l'autonomie et les indépendances qui est là. L'IRE? Oui, l'IRE. Et puis donc, ça devrait avoir des moyens, tout ça. Mais je pense que s'il y avait un volet sur un observatoire géopolitique, ça serait quelque chose de très utile et très pertinent. Et puis, en tout cas... Essentiel? Essentiel, incontournable. Incontournable. OK, c'est ça. Alors, merci, M. Sauvé. Oui, merci. Puis on va continuer. J'ai deux événements que je veux que tu m'expliques qu'est-ce que ça vient faire, ça. La loi 99, c'est en 2001. Oui. Puis l'autre affaire, c'est en 2006, quand on a été reconnu une nation. Oui. C'est-tu la loi 99, tu me parles? Les deux. Ces deux événements-là, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça vient jouer? Qu'est-ce que ça vient faire dans le portrait? La loi 99. La loi 99, c'est la loi sur les droits... les droits fondamentaux. Les droits et prérogatives du peuple et de l'État du Québec. Oui. OK, la loi 99, qui a été adoptée en l'an 2000, alors que le Parti québécois est au pouvoir. Alors, cette loi-là, elle vient en réponse à la loi C-20, la loi sur la clarté du gouvernement fédéral, suivant le référendum de 95. Et puis donc, la raison pour laquelle le gouvernement du Québec a adopté cette loi-là, c'était pour opposer une loi à une autre loi au nom du principe d'équivalence en géopolitique. On oppose une loi à une autre loi, mais pas une déclaration ou une motion de l'Assemblée nationale à une loi qui vient d'un État souverain et qui a une constitution alors qu'on n'en a pas. Alors donc, la loi 99, qu'est-ce qu'elle signifie? Tout simplement que le Québec se reconnaît comme un État de juré, c'est-à-dire un État légal avec un cadre politique et juridique, OK? Et qui établit sur le territoire les relations avec les Autochtones, etc. Tout ça est précisé sur les fondamentaux que le peuple est souverain,
et que, au travers des institutions démocratiques, il donne sa légitimité à l'État du Québec. Okay? Donc, l'État du Québec tire sa légitimité de la souveraineté du peuple qui s'exprime au travers des institutions démocratiques. Okay? C'est très, très important. Pourquoi? Parce que là, quand on dit que le peuple est souverain, on s'oppose à la Constitution canadienne parce que les citoyens canadiens ne sont pas souverains. Ce sont des sujets de la reine. Okay? Donc, on est dans une monarchie constitutionnelle. Et ici, on serait dans une proposition républicaine. Okay? Cette loi-là est contestée naturellement. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que on n'arrive pas à dire « nous sommes un État » par décret. C'est-à-dire que cette loi-là reconnaît une somme d'investissement historique, de peuplement et de mise en valeur d'un territoire. C'est ça que ça fait. Après 400 ans d'investissement, on peut dire l'État légal du Québec existe. Mais cet État-là existait de fait. Et pour revenir à la genèse de cet État-là, là où elle apparaît assez clairement en 1937 avec Lionel Groulx. Lionel Groulx nous promet un État français. Nous l'aurons, nous voulons. OK? Alors donc, en 1960, Jean Lesage, au pouvoir, ne parle que de l'État du Québec. Jamais de référence à la province. OK? Il s'est même déplacé aux États-Unis pour leur expliquer ce qu'il voulait dire par l'État du Québec. OK? Donc, là, on est État de fait, l'État de 1960, celle qui commence à agir avec envergure, un État, OK? On a la nationalisation de l'hydroélectricité, on a la caisse de dépôt, on a la doctrine Gérin-Lajoie qui projette les compétences du Québec à l'international. Donc là, on est un État qui s'exprime à l'international. On est en train de... Et c'est là qu'arrive Pierre-Éliott Trudeau pour dire... Fini les folies! Fini les folies, exactement. C'est parce que cette progression-là menait à une rupture. Parce que déjà là, en se nommant avec une montée en puissance, on se dressait contre l'État canadien, l'État central. OK? Et donc, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y avait une poursuite, là, je l'ai expliqué dans un développement de l'État, je l'ai expliqué dans une vidéo sur Nomos TV, l'erreur historique, c'est qu'il fallait poursuivre. Incroyable. Ça aussi, c'était incontournable. Oui, il fallait poursuivre. Il fallait poursuivre l'édification de l'État, tout simplement. OK? C'est eux autres qui nous le disent. Il ne fallait pas que ça continue. Ça, c'était le véritable danger pour eux autres. Mais les grands mandarins fédéraux sont arrivés auprès du mouvement souverainiste pour leur vendre l'idée d'un référendum qu'eux savaient qu'ils n'allaient jamais honorer. OK? Et pendant que le monde placotait sur un référendum des arguments puis qu'on se prend aux cheveux, eux autres, il y avait toute une série de coups sales qui préparaient. Donc, c'est ça. La loi 99, elle est contestée, elle est fondamentale et elle a été adoptée. Et puis, le parti qui l'a adoptée, le Parti québécois, et puis moi, je le sais parce que j'ai été, à un moment donné, en contact avec quelqu'un qui occupait un poste clé, puis je lui ai parlé de la loi 99, puis il ne s'en souvenait pas. Autrement dit, on est arrivé, il y a eu un bref retour à l'État dans l'histoire du Parti québécois, mais juste en réaction à la loi C-20 de Stéphane Dion, mais on n'a pas compris en profondeur la portée de cette loi-là. Okay? Ouais. Et là, même encore, elle est contestée devant les tribunaux, et puis on ne trouve pas un mouvement de groupe fort du mouvement souverainiste pour aller défendre ça comme, un bien sacré. C'est comme ça, OK? Alors, il y a un difficile retour à l'État. Et puis, si on n'est pas capable de penser l'État en profondeur, se donner une doctrine d'État, eh bien, gare, on va rester longtemps dans le dallo, OK? Là, on est dans un cul-de-sac, et puis, on est dans un déclin de la nation. La portée démographique est là, OK? C'est une ligne de flottaison, selon Fernand Braudel, et puis là, elle nous tire vers le bas. Elle nous tire vers le déclin, vers la perte de statut de nation. On va être un grand groupe ethnique
au Canada, comme le voulait Trudeau, avec sa loi de 82 sur le multiculturalisme. OK? Alors donc, il faut revenir à l'État, puis là, la loi 99, ce serait une bonne occasion de réfléchir en profondeur, puis se donner une doctrine d'État. S'il n'y a pas de doctrine d'État, il n'y a pas de doctrine souverainiste. OK. Puis en 2006, reconnu comme nation? En 2006, il y a les circonstances qui ont mené à la reconnaissance d'une nation. D'abord, c'était pas une nation-État. Hein? Non. OK, c'est une nation qu'on n'a pas définie. Ouais. OK. En fait, c'était les habitants de 1774. OK. C'est ça qu'ils reconnaissaient. Ça, c'était... C'est qu'il y a un fait historique. Hein? Okay, Ils reconnaissent les Canadiens français. OK. OK? C'était la... Ah. OK, oui. Parce que, comment c'est arrivé, c'est qu'à un moment, dans le Parti libéral, il y avait Michael Ignatieff, qui lui est un universitaire de haut calibre, etc., parlant de la situation au Canada, et tu sais, question de crédibilité professionnelle, là, il est obligé de dire qu'il y a une nation au Québec. Là. Et quand il a dit ça, il était proche de la course, puis il était supposé gagner cette course-là à la chefferie du Parti libéral. Oui. Mais ça l'a tué. OK? Et c'est Stéphane Dion qui a passé. Parce qu'au Parti libéral, on ne voulait surtout pas faire apparaître une reconnaissance qui était la reconnaissance de la nation. Un instant. Oui, allô? Je ne sais pas si on pourrait faire le Oui. montage. Ça va peut-être son trouble. Oui, est-ce que je peux vous rappeler dans à peu près une demi-heure, une heure? Ah, OK, parfait. OK. Alors, dites-moi la date exacte. Merci. Au revoir. C'est correct. Ben oui. J'ai-tu la même coiffeur? Parce que l'autre, je suis arrivé, j'avais pas la même coiffeur. Hey, quoi? Regarde. OK. Alors, OK. Michael Tu roules dessus, Ignatieff. là? Oui, ça roule. OK. Ça roule-tu ou tu l'as Oui, arrêté? ça roule. OK. Alors, Michael Ignatieff. Michael Ignatieff, il arrive avec ça. OK? Pour lui, étant un universitaire de haut niveau, tout ça, il ne pouvait pas dire il n'y a pas de réalité à ça, là. Tu sais, il jouait sa crédibilité Exact. professionnelle. OK? Donc, lui, il vient et il dit oui, il y a une nation québécoise, mais regarde, là, il est au Parti libéral du Canada. Pas l'élection. OK? La Constitution de 82, c'est la négation de l'existence d'une nation pour la ramener à un niveau où multiculturaliste est un des groupes ethniques au Canada. Voilà, c'est ça l'affaire. Là, tu sais, je veux dire, c'est ce qui l'a fait perdre cette course-là à ce moment-là. Là, ils ont fait passer Dion à cause de ça. Mais après ça, Dion va s'enfarger, puis là, Ignatieff va revenir. Mais entre-temps, le Bloc pousse l'affaire. OK, de la reconnaissance d'une nation à Ottawa. OK? Et là, les conservateurs dans peu vont dire ça s'impose pas mal comme une réalité, mais attention, c'est la nation des Canadiens français. C'est pas la nation-État. Okay? Jamais le Canada va pouvoir reconnaître ça. Parce qu'à partir de là, ils perdent complètement. Alors donc, ils reconnaissent une nation, puis à un moment donné, on demandé des précisions. C'est-tu du monde qui sont arrivés par des voiliers ou par Air Transat, la nation que vous parlez? Je veux dire, fait que c'est ça. Donc, c'est une nation plus ou moins ethnique, mais en lien avec la nation reconnue par l'Acte de Québec de 1774, au moment où les habitants sont sollicités à la fois par les Britanniques pour ne pas joindre la Révolution américaine et le Congrès continental américain qui écrit des lettres aux habitants pour venir joindre la Révolution américaine, chasser les Britanniques du continent. OK? C'est dans ce lien-là, cette nation-là, c'est celle-là, plus ou moins précisément, qu'on reconnaît, mais jamais un État-nation, parce que c'est pour ça là, qu'on on parle de l'État du Québec, mais l'État du Québec, quand elle a été évoquée, là, on avait Trudeau qui réagissait à ça, lui, il a fait une crise de nerfs là-dessus. Mais il est revenu en politique, oui, carrément. Mais il a dit, l'État du Québec, ça n'existe pas. Non. Ça n'existe pas. Comprenez que imposer l'existence comme une réalité incontournable de l'État du Québec,
la game est gagnée. OK? Parce que tout se défait. Oui. Tu n'as plus le statut de province. Là. Non. OK? Alors donc, ils vont s'opposer à ça, mais c'est une réalité géopolitique. OK? Sauf que le problème, c'est que le mouvement souverainiste, les élites, sont pas capables de le comprendre. Pourquoi? Parce que la géopolitique est absente de la réflexion de ce mouvement-là. Alors que c'est la géopolitique qui devrait encadrer toute la réflexion, les axes stratégiques, puis toutes les démarches tactiques. On est dans les affaires d'État. Il y a 13 ou 10 principes en géopolitique. Oui, mais il y a plusieurs... Il y a le statut. Il y a le statut. Regarde, résumons, là, ça, Oui. simplement, là, Oui. c'est qu'il y a des statuts. Les statuts, c'est quoi? C'est le Québec est un État. Pourquoi? 400 ans d'investissement. Voici, il y a une nation là, il y a une culture, etc. On a nos territoires, nos frontières, c'est ça. nos forces armées, C'est ça. On a nos une présence communications, internationale, présence à etc. l'international. Alors donc, on Oui. a des capacités. On n'est pas la Catalogne. OK? C'est ça. Alors, Qui est donc, la on a- Catalogne qui n'a pas même pas encore. Elle n'a pas des assises d'État, la D'assises, Catalogne. ça peut OK? bien. Il y a des maires, il y a une petite police municipale, etc. Ouais, c'est mais pas- c'est ok. pas eux autres qui perçoivent les impôts là, du fédéral. C'est ça, là, OK? exactement. Nos Alors que le impôts Québec aujourd'hui. le fait sur son territoire. Le Québec OK? le fait. C'est ça. On a aussi des capacités pour la sécurité publique. On est plus développé comme État Ouais. que la Catalogne. Ouais. OK? C'est ça. Ouais. Alors, donc, la Catalogne a un problème, et puis c'est pour ça que la dernière élection, suite à un référendum consultatif qui n'avait aucune réalité ou effectivité, quand ils sont allés en élection, ils ont demandé un mandat de... Voulez-vous que la Catalogne se constitue en État et que cet État-là devienne indépendant? OK? 2 étapes. OK? Là, ils sont revenus à la réalité. Là. OK. OK? C'est ça l'affaire. Alors, donc, Ouais. on voit Ils l'importance... sont revenus à la réalité comment? Ben, dans l'élection, ils ont demandé un mandat. Voulez-vous que la Catalogne devienne un État? OK, parfait. Si tu demandes ce mandat-là, c'est parce que tu ne l'es pas. Hein? Et donc, le problème, c'est qu'un État, ça ne se décrète pas. C'est une somme d'investissement. OK? Alors donc, voilà. Le problème, là, c'est que on a fait de la souveraineté un souhait plutôt qu'une somme. OK? La souveraineté, c'est un souhait. Tu souhaites, puis tu obtiens. On est dans la pensée magique, là. OK? Alors que la souveraineté, c'est une somme d'investissement. Ça fait 400 ans qu'on investit, peupler, mettre en valeur le territoire, OK? Et finir par avoir un potentiel. Que Une après assise ça, il de- faudrait enlever l'autre gouvernement sur notre territoire aussi, là. Là, Oui. ce qui se passe, c'est que sur le territoire, OK, il y a une lutte entre le fédéral qui veut exercer des compétences et nous qui voulons exercer nos compétences. OK? Alors, un État, c'est une lutte constante pour réaffirmer tes compétences sur ton État, Ton sur territoire. ton territoire. OK? C'est ça que c'est. Un État, là, c'est ça que c'est. C'est ça. OK? Alors là, on est en compétition. Alors, nous, la proposition, c'est pas sortir le Québec du Canada, c'est sortir le Canada du Québec. C'est ça l'affaire. Oui. OK? La géopolitique, elle te ramène tout ça sur, C'est ça. sur le bon sens. Oui. OK? Alors que les autres, on sort du Canada. Non, tu sors pas du Canada, tu sors le Canada du Québec, c'est tout. Ils font ce qu'ils veulent avec le reste, là. C'est ça. Alors donc, on est là, on est sur la souveraineté est une affaire d'État, et puis on y revient tranquillement avec le nouveau programme de la Parti québécois, avec l'élection de Jean-François Lisée. Alors, c'est ça. Il est Alors, en train de faire un redressement de l'État. c'est parce que le redressement de l'État, regarde, on a abandonné l'État. Donc, il C'est pas grave. Regarde, quand tu écoutes même pas un un redressement. gars comme Oui. Jean-Martin Hossan, Oui. qui dit c'est pas grave que les libéraux soient 1 ou 2 mandats au pouvoir, si on parle pas d'indépendance, regarde, c'est une figure de référence dans le mouvement, là. Ça veut dire, regarde, on a un problème de GPS, là. OK? T'abandonnes pas ton État. OK? L'enjeu de la politique, c'est le contrôle de l'État. Ça fait 15 ans qu'on l'a abandonné. OK? On est en train, comme nation, de ne plus avoir nos assises. On est en train de perdre notre statut de nation. On arrive au point où c'est plus le projet qui est en péril, mais la nation qui porte le projet. C'est là que c'est. C'est de l'autre qui nous dit c'est pas grave, ça peut continuer comme ça. Tu es inscrit dans un déclin
qui paraît irréversible et la seule manière de consolider, de faire un redressement national, c'est de reprendre le contrôle de l'État. C'est un must absolu pour 2018. Alors, ça nous ramène à savoir quels sont les choix véritables à ce moment-là. On peut-tu disperser nos votes, partir chacun dans une chaloupe, abandonner le vaisseau amiral? Regarde, on a juste un choix en 2018, c'est que le Parti québécois reprenne le contrôle de l'État. Puis c'est un choix qui est existentiel. C'est important de le comprendre. Fait que si on veut que la reconnaissance de la nation, qui était plus ou moins artificielle du fédéral, on lui donne une assise d'État, bien là, regarde... Une assise, ce serait quoi, comme exemple? L'ensemble des capacités de l'État de porter une nation. Ses pouvoirs, ses compétences, etc. C'est un potentiel. C'est un potentiel, tu sais. Le Québec a des leviers. Il y a des leviers. Il y a un budget de 100 milliards, etc. Ça porte une nation. La nationalisation de l'hydroélectricité, ça porte une nation. Tu comprends? Ça structure le territoire et ça le met en valeur. Ça porte une nation. Tu sais? Et la caisse de dépôt, ça porte une nation. C'est ça, là. Les moyens. Fait que tu abandonnes tout ça, puis tu donnes ça à une gang de prédateurs, puis tu dis occupez-vous-en. Nous autres, on va placoter ensemble, puis on va se tirer aux cheveux, savoir à quelle date le référendum. Tu sais, je veux dire, on a un petit problème, là. OK? Alors, il est temps de sortir du rêve, là, puis de se réveiller, parce que c'est ça. Si tu veux réaliser tes rêves, la première condition, c'est arrête de dormir. Si vous avez des commentaires sur l'émission, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com. Vous pouvez également suivre Céline sur le site de Facebook avec Céline Lebel ou sur Twitter avec également Céline Lebel.